Karine Cala, riche de vie. Juillet 2020. Remerciements. Merci à Michel pour m'avoir accompagné durant toute l'écriture et mise en page de ce livre. Merci à tous mes amis mentionnés dans le livre pour m'avoir accompagné sur ce chemin de vie magique. Merci à maman et Alain, Anne, ma sœur, papa, mamie, Marie-France, ma chère tante, Fred, mon cousin, et toutes les autres personnes de ma famille. Merci à tous les gens qui m'ont invité à jouer ma musique dans leur partie et à tous les gens qui étaient sur la piste de danse durant mes sets pour cet intense partage d'énergie. Merci aux plantes des dieux. Merci à la nature. Merci aux nombreux animaux qui ont partagé et partagent aujourd'hui ma vie. Merci à l'univers de répondre à mes souhaits. Merci à la vie. Préface. Plus de joie et de magie sur Terre. L'histoire de ma vie. J'ai grandi avec mon père qui devenait un peu plus dépressif d'année en année. À la fin de sa vie, il est devenu alcoolique et il est mort dans la tristesse lorsque j'avais 16 ans. J'ai alors décidé de choisir plutôt la joie de vivre, de l'étudier, de l'apprivoiser pour la partager avec le monde. Depuis ma jeune adolescence, j'ai pensé que la vie pouvait avoir une dimension bien plus grande et belle que celle que l'on nous présentait. J'ai très vite compris par la suite que beaucoup de gens avaient, par leur chemin de vie, une vision plus limitée sur la réalité et ses possibilités. Durant mon enfance, j'ai vécu beaucoup d'expériences extraordinaires, comme des voyages astraux, qui sont des sorties de la conscience du corps physique, ou des éveils en milieu de nuit avec une vision extra-lucide où je pouvais voir le monde en atomes. Ensuite, en grandissant, j'ai eu beaucoup d'expériences psychédéliques qui m'ont emmené dans des mondes magiques. Ces expériences m'ont amené à faire des recherches scientifiques pour les comprendre. Et j'ai eu envie de partager toutes ces magnifiques découvertes avec vous pour vous ouvrir les portes à plus de magie et à une meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, vu la situation mondiale actuelle, la, entre guillemets, nouvelle réalité, comme ils disent, je ressens comme un besoin de partager mes aventures, comme si je ne pouvais plus les garder secrètes, comme si toutes ces réalisations débordaient de mon être. Il est temps de partager mon expérience pour aider le monde à grandir et à se réveiller. Dans une partie de ce livre, je parle beaucoup de drogues prises à un moment de ma vie. Je tiens à préciser que je ne pousse en aucun cas qui que ce soit à suivre ce chemin. C'est cette route qui s'est présentée à moi et je l'ai prise. Mais cette vie un peu folle m'a demandé ensuite de nombreuses années pour revenir à une certaine normalité, notamment sociale. J'ai perdu toute vie rationnelle. En fait, j'étais tout le temps dans la foule, mais toute seule dans la foule. Je n'étais même plus capable de parler avec un enfant. Je suis persuadée, et j'en ai eu de nombreux exemples dans ma vie, que toutes ces découvertes et réalisations sont tout à fait accessibles par la méditation, les respirations, la pratique d'un art, ou tout autre travail personnel basé sur le retour sur soi, la communication avec l'âme. C'est d'ailleurs ce que je pratique moi-même aujourd'hui pour conserver un niveau de vibration élevé. Mon travail est maintenant d'intégrer toutes ces aventures et de garder toutes ces capacités découvertes dans le passé en étant totalement consciente. Vivre dans la joie en conscience, voilà mon message. Chapitre 1. Enfance et adolescence. Enfant est déjà différente. Je me rappelle mon père comme quelqu'un de tourmenté et colérique. Quand il était encore avec maman, l'année avant leur séparation, ils se disputaient beaucoup. Papa criait, maman pleurait. Anne, ma sœur, petite à l'époque, 6 ans et moi 10 ans, pleurait et je devais la consoler, alors que j'étais moi-même triste et avais peur.
Puis maman et papa se sont séparés. Quand j'étais petite, mamie a expliqué à maman qu'elle était trop jeune pour s'occuper de moi. Elle avait 20 ans quand je suis née. Je suis donc allée vivre chez mamie pour un temps, jusqu'à ce que maman décide que non, cela n'était pas possible, qu'elle devait elle-même prendre soin de sa fille. Dans ma petite enfance, je dormais souvent chez mamie. Je dormais dans la chambre de papy, qui était décédé. Je faisais des sorties astrales, c'est-à-dire que je sortais de mon corps et mon esprit allait dans le jardin, dans la rue. Je me levais le matin et disais à mamie: « Tu sais, hier soir, en m'endormant, je suis sortie de mon corps et je suis allée au-dessus du jardin, dans les airs et aussi dans la rue. C'était très rigolo. » Mais mamie m'a dit que ce n'était pas possible, que je l'avais seulement rêvé. Alors j'ai arrêté de le faire. Mamie et papy avaient toujours joué du piano et du violoncelle. On m'a inscrite très jeune au cours de solfège et de piano au Conservatoire de musique de Montpellier, et je les ai suivis durant 10 ans. Depuis ma plus jeune enfance, je n'ai jamais voulu manger de viande ni de poisson. Je ne pouvais concevoir de manger de l'animal. Ma mère a insisté durant des années, mais en vain. Je suis restée des heures devant mon assiette, mais une force en moi m'empêchait de manger de la chair. Rapidement, vers mes 14 ans, je crois, je suis devenue végétarienne, puisqu'il n'y avait aucun moyen de me contraindre. J'ai aussi fait de l'équitation depuis toute petite, car ma mère et mon père montaient régulièrement à cheval. Mon père avait acheté un cheval pour Anne et moi, il s'appelait Baladin, mais on en avait peur. Il était très grand, jeune et donc coquin. On ne voulait jamais le monter, il nous faisait tomber. Mon père l'a rapidement revendu. À 14 ans, j'étais toujours au poney club. On s'entendait bien avec notre monitrice, Beryl, et on aimait l'aider à s'occuper des poneys. À cette époque, j'avais déjà un caractère très fort et aimais diriger notre petite bande d'amis. Mon père et Patricia, la mère de ma bonne copine de cheval Audrey, étaient devenus amants. Nous habitions à Montpellier. Ils ont décidé d'aller vivre ensemble à Marseille, car mon père y était muté pour son travail, et je suis allée vivre avec eux. Une adolescence mouvementée. J'ai habité avec mon père pendant 2 ans, une expérience vraiment étrange. Il travaillait beaucoup, voyageait pour son travail et n'était là qu'une nuit sur 3 environ. En son absence, des amis venaient chez moi et nous en profitions bien. Nous étions tous là à utiliser le Minitel et nous mangions les friandises et chocolats envoyés par ma grand-mère. Un jour, la voisine qui surveillait toute cette activité par le trou de sa porte a tout dit à mon père. Je me suis fait vraiment gronder et mon père avait ensuite chargé ma voisine de me surveiller. Je ne pouvais donc plus recevoir mes amis. À cette époque, je n'en faisais déjà qu'à ma tête. Et certains jours, nous allions à la plage l'après-midi au lieu d'aller à l'école. Mon père n'en savait rien, bien sûr. Quand il était là, ce n'était pas la même histoire. La première année, nous vivions donc avec sa compagne, Patricia, et Audrey, sa fille de mon âge. C'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé à aller vivre avec eux. Je trouvais ça trop cool de vivre avec une copine. Mais en fait, mon père criait toujours après Patricia et la situation était insupportable. On habitait au dernier étage d'une tour au 17e et il criait et jetait les habits de Patricia par la fenêtre. Mère et fille nous ont quittés au bout d'1 an. Je me suis retrouvée, à 15 ans, seule avec mon père. Jamais avant je n'avais réalisé qu'il buvait autant. Quand on est enfant, les parents sont des dieux. On ne cherche pas à comprendre. Je ne sais d'ailleurs pas quand il est devenu alcoolique. Mais là, il était en pleine dépression et buvait tous les soirs. Il me faisait réciter mes leçons pendant des heures en s'énervant beaucoup. Je n'avais pas le droit de me tromper sur un mot. Il me stressait tellement, énervé comme il l'était, que je me trompais tout le temps. Je pleurais, cela le contrariait encore plus, il criait sur moi davantage. C'était une période difficile. Et puis, le soir, il buvait. On était à table, on avait fini de manger. Je voulais sortir de table, mais je ne pouvais pas. Il me grondait. « Quoi ? Tu ne t'intéresses pas à moi ? Tu te moques de mes collègues de travail, de ce que j'ai enduré aujourd'hui ?» Voilà, je devais écouter ces histoires de travail pendant des heures,
ses malheurs avec ses collègues, et cela ne m'intéressait pas du tout. Je suis donc retournée vivre chez maman. J'avais beaucoup changé durant ces 2 années à Marseille. Je m'étais rasé les cheveux au niveau des tempes et m'habillais de façon très excentrique. Par exemple, je portais une mini-jupe rouge à pois blancs avec des collants noirs, des porte-jartelles qui dépassaient volontairement de la jupe et un t-shirt blanc à rayures rouges. J'adorais ce style de désaccord, comme mettre ensemble pois et rayures. Je me promenais avec ma copine dans la rue et nous chantions « Mort aux vaches, mort aux condés », une chanson punk à la mode de l'époque. J'étais une fille dure. J'aimais les concerts de punk et nous dansions le pogo. Nous nous jetions littéralement les uns sur les autres sur la piste de danse. J'étais devenue différente et indépendante après ce séjour à Marseille et nous nous accrochions beaucoup avec maman. Un jour, elle m'a dit « Écoute, tu as le choix. Soit tu restes vivre avec nous et tu respectes les règles, soit tu vas vivre ailleurs. » J'avais 16 ans et demi. Comme je n'étais pas prête à respecter des règles qui ne me convenaient pas, je suis donc retournée vivre chez mamie, par choix personnel cette fois. Mais, adolescente, vivre chez ma grand-mère n'était vraiment pas possible. Il a fallu trouver un arrangement, car mamie non plus ne me supportait plus. J'avais vraiment un caractère très fort. Je n'ai jamais accepté les ordres. Je suis allée vivre chez ma copine Maude. Sa mère n'était jamais à la maison. Endettée, elle avait 2 emplois et dormait sur son lieu de travail. Un accord a donc été fait entre mamie, papa et la mère de Maude. Papa donnait de l'argent à la maman de Maude pour mon hébergement et elle-même passait nous voir plusieurs fois par semaine pour vérifier que tout allait bien. Une très chouette période, je m'entendais vraiment bien avec Maude et nous nous sommes jamais accrochés. La vie et mon instinct s'intensifient. Papa a tout de suite refait sa vie avec une nouvelle compagne, Sylvie, qui était aussi dépressive. Un couple de choc. Nous ne nous voyions plus beaucoup avec papa car Sylvie ne m'aimait pas. Elle avait 2 enfants et sa priorité était plutôt d'être tranquille avec eux et mon père. Je ne l'aimais pas non plus et j'étais dure avec elle. À cette époque, je ne mâchais pas mes mots. D'ailleurs, durant des années, ma sœur me disait toujours « Apprends à dire les choses gentiment et mens si la vérité doit blesser. » Je ne comprenais pas ce concept. Pourquoi mentir ferait plus de bien que de dire la vérité? Quel est le but et la joie de dire quelque chose que l'on ne ressent pas? Je ne comprenais pas cette vision des choses. Nous en arrivions à nous disputer jusqu'à en pleurer. Mais aucune ne voulait lâcher son idée. Au fil des mois, Sylvie allait de moins en moins bien. Elle a exercé une pression psychologique sur mon père pour l'épouser, le menaçant de le quitter, et idem pour avoir un bébé. Ils allaient même tous les 2 consulter le même psychiatre. Un jour, je suis allée voir mon père. J'avais été étonnée car j'avais dû prendre le taxi pour aller de la gare à chez lui, alors qu'en temps normal, il venait me chercher. À mon arrivée, il m'a recommandé de ne pas faire de bruit car Sylvie était malade. Elle était au lit et pleurait. Je me rappelle, j'étais choquée car il y avait un tampon usagé par terre dans les toilettes. Elle n'était pas contente que je sois là, et j'ai dû aller dormir toute seule à l'hôtel. Mon père venait me chercher la journée pour qu'on l'on se voie. À 16 ans et demi à cette époque, et pour la première fois, j'avais cette sensation d'être dans un film. Je trouvais cette histoire folle, le fait de ne pas pouvoir dormir chez mon propre père, le comportement sombre et incompréhensible de cette femme, dormir seule à l'hôtel, la même sensation d'irréel que j'ai aujourd'hui en 2020, en période de confinement et d'état d'alarme, où tout le monde est enfermé chez soi, dans le monde entier. Un film. Papa était donc très malheureux. Ils ont eu un enfant, mon demi-frère. Mais papa était vraiment trop malheureux. Un jour, Sylvie nous a appelés, Anne et moi, pour nous dire qu'il était mort. Elle nous a expliqué qu'il avait été retrouvé mort sur son lit, avec une lettre de suicide. Le mystère est resté pour ma sœur et moi, car, selon l'autopsie, la mort était naturelle. Oui, il y avait des antidépresseurs en excès dans le sang, mais pas assez pour causer la mort. On n'a jamais voulu en savoir plus avec Anne, on s'est dit que dans tous les cas, il était mort de tristesse. Après le décès de papa,
Son corps a été ramené dans le sud chez mamie et nous y sommes tous allés. Toute la famille proche était là, très triste. Tout le monde pleurait. Je savais que c'était le choix de papa de partir, qu'il l'avait décidé et que c'était bien là où il était maintenant. Je ne voyais pas la situation triste et étais surprise que la famille ne comprenait pas qu'en fait tout allait bien. J'ai essayé de leur dire, mais ils pensaient que j'étais trop jeune pour vraiment comprendre ce qui se passait. À l'enterrement, j'étais la seule à ne pas pleurer. Je regardais tout le monde avec l'envie de leur dire « Mais enfin, pourquoi êtes-vous triste? Vous rendez papa triste? Il a voulu partir. Fait-on son voyage ?» Mais je n'ai rien dit. Je comprenais déjà que les gens ne voyaient pas ce que je voyais. Les premières nuits après son décès, je faisais des cauchemars. Par exemple, alors que j'étais allongée dans le lit sur le dos, une grille horizontale flottait juste au-dessus de moi et je ne pouvais plus bouger. La grille m'empêchait de me lever. Ou alors, je me réveillais au milieu de la nuit car mon père avait poussé un cri en m'appelant. Je n'en pouvais plus. Je n'osais plus aller dormir. J'étais tourmentée. Alors je suis allée voir une guérisseuse, une femme qui soigne par les énergies. Pour ne pas fausser la consultation, je n'ai pas parlé du décès, mais de mes cauchemars. Et elle a tout de suite demandé si une personne proche, qui ne croyait en rien après la mort, ne venait pas de mourir. Elle m'a expliqué que cette personne était sûrement coincée dans un espace noir, car, ne croyant en rien après la mort, c'est ce qu'elle trouvait en premier, et qu'elle me demandait de l'aide. J'ai été stupéfaite, car je n'avais rien dit de la mort de papa, alors j'ai tout de suite cru en elle. Elle m'a conseillé, quand je me couchais, d'envoyer de la lumière à papa, de lui dire qu'il pouvait se laisser aller, que c'était super là-bas, qu'il y avait quelque chose après le noir et qu'il pouvait y aller en paix. Moi, pour autant que je me rappelle, j'ai toujours cru par instinct à la réincarnation. J'ai très vite étudié des livres sur le bouddhisme et j'ai trouvé son explication convaincante. J'ai mis en pratique les exercices. Un soir, j'ai senti un « merci » en moi et n'ai plus fait de cauchemar. J'ai continué à aller consulter cette guérisseuse durant plusieurs mois. Quand j'allais la voir, je me mettais à chanter des mélodies qui m'étaient inconnues et je me demandais d'où je les sortais. Elles étaient douces, magiques, me faisaient du bien. Je pouvais sentir qu'elles m'élevaient à une vibration supérieure. Je me sentais plus légère et insouciante, sereine. Chaque fois que je suis en contact avec des gens plus éveillés, il m'arrive des choses différentes de celles qui m'arrivent en temps normal. J'appelle éveillées les personnes qui se demandent ce qu'elles font sur Terre et qui ont commencé un travail personnel et des recherches pour trouver des réponses à leurs questionnements. Des personnes qui vivent la vie de la manière la plus consciente possible, c'est-à-dire qui ont conscience de tout ce qu'elles font et pensent et qui sont en accord avec elles-mêmes. Expérience avec le corps médical. Bébé, j'ai commencé à avoir de l'asthme. Cela rendait ma mère très triste. Elle me regardait dans mon lit faire des efforts pour respirer et elle se sentait impuissante. Les docteurs lui ont suggéré de me faire un traitement de désensibilisation. Je recevais une injection par semaine. Cela ne m'a pas vraiment fait du bien et j'ai commencé à avoir de grosses bronchites. Les médecins me prescrivaient pratiquement tous les mois des traitements antibiotiques. À la suite du décès de papa, mamie a commencé à perdre la tête. Elle n'a pas supporté de perdre son fils. Papy était déjà parti, Marie-France, sa fille, ma tante, ne savait pas quoi faire. Elle a décidé de mettre sa mère dans une maison de retraite. Nous allions voir mamie très souvent et constations qu'elle était de plus en plus incohérente. Certains jours, elle me prenait pour son fils, mon père, d'autres jours pour son mari, mon grand-père, décédé quelques années avant. C'était vraiment bizarre comme situation. Elle était traitée comme un bébé. Elle devait prendre beaucoup de médicaments. Elle ingurgitait plein de pilules à chaque repas. Je me rends compte aujourd'hui qu'il est vraiment important de faire, sur chaque sujet, ses propres recherches, et non d'écouter bêtement sans savoir, que ce soit le corps médical ou qui que ce soit d'autre. L'esprit de mamie était de plus en plus confus et elle commençait à déranger les autres personnes âgées. Les docteurs ont alors décidé de l'attacher à son lit.
Cette situation devenait vraiment insupportable à voir. Marie-France a préféré rechercher mamie pour l'installer chez elle. Cela a été très dur pour ma tante de gérer sa vie et celle de sa maman. Puis mamie est morte. Marie-France était assez triste à cette période de vie. Elle avait perdu sa maman, s'était séparée de son mari, et elle ne supportait pas de ne pas retrouver de conjoint. Je l'aimais beaucoup. Elle s'était engagée à prendre soin de moi à la mort de mon père, et elle était toujours là pour moi. Elle faisait beaucoup d'efforts pour garder la famille réunie. Et elle organisait souvent des réunions de famille chez elle. Nous regardions des photos, nous mangions bien, j'aimais beaucoup y aller. Je me rappelle qu'à chaque fois, elle se plaignait. Je me sens seule, je n'arrive pas à trouver un nouveau conjoint. La vie est vraiment moins rigolote sans compagnon. Je m'ennuie, ma vie n'a plus de sens, même mon travail m'ennuie. Elle était de plus en plus triste, et un jour les médecins lui ont annoncé qu'elle avait une tumeur cancéreuse. Cela a été un gros choc. Les choses sont alors allées très vite, et les docteurs lui ont annoncé qu'elle avait un cancer généralisé. Elle a suivi un traitement de chimiothérapie et elle allait bien mieux. Elle nous disait qu'elle se sentait à nouveau en pleine forme et motivée pour vivre la vie. Il restait juste une dernière petite opération à faire pour éliminer une toute petite tumeur. Au réveil de l'opération, je me rappellerai toujours ce moment, je pense, le docteur lui a dit qu'en fait, il y avait énormément de petites tumeurs, qu'elles étaient cachées derrière des organes, expliquant pourquoi elles n'avaient pas été visibles aux tests effectués, et que les chirurgiens avaient dû retirer 5 organes vitaux touchés. Le docteur a expliqué à ma tante qu'il avait fallu le faire durant l'opération, c'est-à-dire sans lui demander son autorisation, car elle n'aurait pas supporté une seconde opération, et qu'elle ne pouvait pas non plus vivre avec toutes ces tumeurs. Nous sommes tous tombés de très haut. Comment cela était-il possible? C'est un vrai cauchemar. Nous ne comprenions vraiment pas, car ma tante paraissait en pleine forme, et elle l'affirmait elle-même. Et comment comprendre ces docteurs qui nous disaient qu'il valait mieux vivre sans 5 organes vitaux plutôt qu'avec des tumeurs dans le corps? Aujourd'hui, je me demande vraiment, de quel droit des médecins peuvent-ils retirer des organes vitaux à une personne sans même lui demander son avis? Je me rends compte à ce jour que l'être humain est vraiment traité comme un animal, un esclave. On nous apprend depuis tout petit à écouter les ordres. On nous explique qu'en respectant les lois, on devient quelqu'un de bien. Mais aujourd'hui, je me demande, mais qui donne les ordres? Qui écrit les règles à suivre? Est-ce que ce petit groupe de personnes est vraiment plus intelligent que tous les autres êtres sur Terre? Est-ce que ce petit groupe de gens est plein d'amour et pense au bien-être des êtres vivants? Le sentiment d'être différente. Depuis le plus jeune âge, j'ai eu des expériences que les autres n'avaient pas, et très rapidement, je me suis sentie différente. Pendant mon adolescence, au milieu de la nuit, je me réveillais et voyais le monde en atomes, qui est la plus petite unité constitutive de la matière. Devant moi, le mur de ma chambre devenait vivant et se présentait comme une télévision sans images, en pixels, tous gris. Cela m'arrivait souvent et je me demandais ce qui se passait. Quelques années plus tard, je vivais rue des Balances, à Montpellier, et une nuit, j'ai vu l'esprit d'un Indien à la fenêtre, dans la pièce du fond. Mes chattes le voyaient aussi et crachaient sur lui. J'avais quand même un peu peur et je suis allée faire un tour dehors le temps qu'il s'en aille. Adolescente, j'avais déjà une très grande sensibilité. Avec Anne, ma sœur, nous sommes allés au Népal, notre premier grand voyage, en dehors de l'Europe. J'ai été profondément touchée de voir tous ces gens souffrir, les gens malades dans la rue, souvent très maigres, et partout des animaux blessés. À la fin du voyage, j'avais perdu toute force physique. Je n'arrivais même plus à porter un verre d'eau à ma bouche. À mon retour en France, je suis aussitôt allée voir ma mère en pleurant. « Maman, amène-moi d'urgence à l'hôpital psychiatrique. Je perds la tête, je suis à bout de force, je vais devenir folle. » À ce moment-là, ma mère partageait une maison en colocation avec des amis qui travaillaient avec l'énergie. Elles m'ont expliqué que j'étais très sensible et que j'avais pris sur moi tout ce que j'avais ressenti comme un malheur humain. Elles m'ont fait un soin énergétique et j'ai retrouvé mon état normal.
J'ai alors compris que l'on pouvait passer d'un état à un autre en très peu de temps, uniquement en travaillant sur l'énergie. Depuis ma petite adolescence, je suis persuadée que l'être humain a des capacités beaucoup plus grandes que ce qui en est dit. J'ai toujours été convaincue que nos croyances limitantes nous empêchent d'être ce que nous pouvons être vraiment. Rapidement, j'ai arrêté de regarder des films, à part des histoires vécues, ou des films sur les fées, la magie, les êtres supérieurs, les super-héros, les pouvoirs surnaturels. Je voulais ainsi réveiller toutes mes capacités. J'ai toujours pensé que les gens dormaient, qu'ils ne comprenaient rien, me demandant parfois si j'étais vraiment moi-même un être humain. J'ai tout de suite cru que tout était possible et que l'on pouvait communiquer par la pensée. Je lisais des livres de sages indiens qui vivaient des centaines d'années et lévitaient, cachés dans des montagnes ou dans des grottes. J'étais à la recherche de témoignages d'histoires extraordinaires. Je n'ai jamais voulu faire comme tout le monde, et cela m'a beaucoup isolée. Je me sentais différente. Ma mère m'a dit il y a quelques années que durant mon enfance, j'étais toujours dans mon coin, le regard dans le vague, que je ne participais pas aux conversations. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens se comportaient tous de la même manière. J'ai toujours recherché la différence, l'indépendance, faire ce que l'on veut, quand on veut, dire ce que l'on pense, toujours. À cette époque, nous faisions beaucoup la fête et j'avais pris conscience de pouvoir changer une ambiance générale par une action personnelle. J'aimais en apporter la preuve à mes amis. Par exemple, en after, qui est une fête du matin qui s'enchaîne à celle de la nuit, au petit matin, tous fatigués, plus aucune ambiance, la piste de danse était vide, je disais à mon ami « Regarde, je vais tout changer ». J'allais sur la piste de danse, je dansais, criais « Yo 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 ». Je disais aux gens de me rejoindre et en quelques minutes, les gens dansaient et s'amusaient. Je voulais tout comprendre et lisais beaucoup de magazines scientifiques. Je prenais constamment des notes sur les propriétés des fruits et des légumes, le fonctionnement du cerveau, l'étude de l'ADN ou sur plein d'autres sujets. Toute petite, je demandais à chaque fois « Mais à quoi ça sert ?» Je n'acceptais pas le « c'est comme ça ». Si on me donnait un ordre ou me disait une vérité, il me fallait en comprendre le sens, la raison. J'avais une grande soif de compréhension du sens de la vie et n'acceptais aucune vérité comme réelle si je ne la ressentais pas dans mon cœur, mon âme. Crise d'angoisse. Ma sœur Anne vivait en couple avec Nico depuis quelques années et j'ai commencé une histoire avec Julien, son frère jumeau. Nous étions tout le temps tous les quatre ensemble, deux couples très différents. Anne et Nico étaient la version sage et responsable à l'opposé de moi et Julien. Nous faisions souvent la fête, mais avec Julien, nous étions les plus extrêmes. Il nous est même arrivé d'aider Anne et Nico à déménager après avoir pris de l'acide. Ils n'étaient pas contents. Je suis restée 2 ans avec Julien. Peu après notre séparation, je suis retournée faire la fête, puis je suis rentrée à la maison. J'habitais à Montpellier dans le quartier de Figuerolles. Pour la première fois, je me retrouvais seule en revenant dormir chez moi. Et voilà que survient une crise d'angoisse. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais pris des drogues durant la nuit et, en arrivant chez moi, je commençais à manquer d'air, j'avais le souffle court et mal dans la poitrine. J'avais très peur, j'ai téléphoné à Anne, paniquée. « Anne, je suis en train de mourir, viens vite, je ne peux plus respirer. » À ma voix au téléphone, elle a compris que ce n'était pas réel. Comment ? Mystère. J'avais sans doute pris une mauvaise drogue pendant la nuit et j'allais mourir. Tout de suite, en arrivant, elle a vu que c'était dans ma tête. Elle a allumé une cigarette, mis ma machine à laver en route, comme si de rien n'était. J'étais ébahie, alors que j'étais en train de mourir. Assise sur le canapé, tétanisée, je n'osais même pas tourner la tête pour la regarder, de peur de manquer d'air. Elle a quand même appelé un docteur qui m'a fait tous les tests et a dit « crise d'angoisse ». Il m'a donné un cachet de Lexomil, un puissant anxiolytique, puis il est parti. Je croyais donc l'histoire réglée puisque c'était purement psychologique. Mais une nouvelle crise est survenue quelques jours plus tard. Je pensais pouvoir la surmonter puisque l'on m'avait expliqué que c'était dans ma tête. Mais après avoir passé des heures à respirer profondément, tout en marchant de long en large dans mon salon, j'ai finalement appelé le docteur. J'ai mis des années à m'en sortir, 7 exactement.
Je faisais de plus en plus de crises et prenais de plus en plus de Lexomil. Chapitre 2. L'île de la Réunion. Affronter les crises d'angoisse. J'ai vécu 6 ans à l'île de la Réunion. Monitrice d'équitation, avec mon diplôme en poche, je rêvais de vivre sur les îles. J'ai toujours eu la vision d'une vie paradisiaque. Depuis ma jeune adolescence, j'ai toujours eu la certitude que l'on était ici sur Terre pour profiter de nos sens et expérimenter pour vivre de belles choses. Je me disais, puisqu'il y a de si beaux endroits sur Terre, pourquoi m'en priverais-je? Quand j'ai eu le diplôme de monitrice d'équitation en main, j'ai recherché sur Internet du travail dans les îles françaises. Un centre équestre à La Réunion cherchait un moniteur d'équitation. Il m'a payé le billet d'avion depuis la France, offert un travail et une petite maison sur le lieu de travail. En arrivant à La Réunion, j'avais encore ce problème de crise d'angoisse, mais j'étais bien décidée à le régler par ce changement de vie. À cette époque, je ne faisais que très peu de crises, mais je les résolvais systématiquement avec un cachet de Lexomil. Je commençais à comprendre que ce médicament entraînait une dépendance et qu'ensuite, le simple fait de ne pas en prendre déclenchait à nouveau une crise. J'étais donc déterminée à arrêter. J'ai passé 15 jours à marcher toute seule la nuit, de long en large dans mon salon, en respirant pour contrôler les crises. Et puis, succès, plus de crise. Mais une semaine après, en voilà une nouvelle, énorme, qui revient. Si grosse qu'après avoir lutté pendant ces 15 jours, toute seule, je n'avais plus la force de recommencer. J'ai appelé un docteur aux urgences. Je lui ai demandé de ne pas me prescrire de Lexomil. Il m'a répondu que c'était le seul médicament efficace. J'étais en larmes, je lui ai dit « S'il vous plaît, trouvez autre chose, c'est la dépendance à ce médicament maintenant qui me déclenche les crises. » Il était énervé. « C'est toi le docteur ? Je te dis que c'est ce médicament qu'il te faut. » Et il en a posé une plaquette sur ma table de nuit, m'en a prescrit plusieurs boîtes et est parti. J'ai craqué et j'ai pris le comprimé. Chaque jour, j'ajoutais un quart de cachet. J'étais obligée d'en prendre de plus en plus pour éviter les crises. Et en peu de temps, j'en étais à 7 cachets par jour. C'était fou. Finalement, j'ai trouvé un homéopathe compétent qui a fait descendre très doucement les quantités, tout en compensant avec un traitement homéopathique. J'allais le voir très régulièrement. Il me faisait aussi des séances d'acupuncture. J'ai réussi à ne plus avoir de crise, sans prendre de médicaments, au bout de 7 ans. À cette époque, je voyais aussi un ostéopathe pour des douleurs fréquentes dans le corps dues à des contractures. Il m'a fait comprendre qu'en fait, beaucoup de choses étaient dans la tête. Par exemple, je soignais un cheval qui s'était cabré pour se défendre, et cela m'avait provoqué une grosse douleur dans le poignet. J'ai eu mal pendant longtemps. Je suis allée voir l'ostéopathe, il m'a scanné le poignet avec sa main en disant « La douleur vient du stress ». Je ne le croyais pas. « Puisque je vous dis que le cheval s'est mis debout et que ça m'a fait mal ». Il m'a dit « Écoute, je vais te faire un soin contre le stress ». Il soignait par micromassage. « Si la douleur ne part pas en 2 jours, tu reviens et je te soignerai gratuitement pour un étirement musculaire, ok ?» J'ai dit oui, mais je n'ai pas eu besoin d'y retourner. Je donnais ensuite cet exemple à tous mes amis pour expliquer que le stress amenait des problèmes que l'on attribuait ensuite à d'autres choses vécues. Attraction des âmes, âmes connectées. Je travaillais donc au centre équestre à Saint-Gilles-les-Bains et tous les soirs, en rentrant chez moi, je passais par la crêperie de Myriam où travaillait Pat, le beau Pat. Il y a des gens comme lui, très peu de gens, qui ont tout, enfin presque, ce qui me conviendrait pour être totalement heureuse. C'est ce que je ressens en leur présence. Je les trouve beaux physiquement et une douceur extrême émane de leur énergie. Je dis presque, oui, car malgré que nos énergies s'associent si bien, nous avons aussi développé des facettes différentes de nous-mêmes. Cela me fait penser à une petite histoire d'il y a quelques années. Je m'étais attachée à un Israélien, David, dont l'énergie me faisait le même effet. Je ne le trouvais pas aussi beau que Pat, mon idéal physique. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai en moi cet idéal physique, mais ce style de personne me fait un effet fou. Cheveux très courts et peau tatouée. David était d'un style complètement différent, mais son énergie me comblait. Nous avons passé du temps ensemble, 3 semaines, où nous étions tout le temps ensemble. 3 semaines d'enchantement.
Mais il y avait aussi de grosses différences dans notre manière de vouloir vivre la vie, de la concevoir. Un soir, j'ai eu une révélation. Dans notre petit hôtel à Goa, le balcon faisait face à un très bel et gros arbre qui était devenu mon ami. J'ai médité sous une grosse branche qui ombrageait notre terrasse en demandant à l'arbre: mais pourquoi suis-je si attaché à cette personne alors que nous sommes si différents? L'arbre m'a expliqué que oui, nos âmes étaient très liées, mais nous avions grandi dans des pays très différents. Nous avions été éduqués de manière très différente, et nous avions donc développé des réalités trop différentes pour s'entendre. L'arbre était un super ami et me faisait réaliser beaucoup de choses. Le soir, je m'arrêtais à la crêperie de Myriam, et Pat était là. Il travaillait au bar. Je me suis mise à boire des verres car Pat aimait boire, pour pouvoir rigoler avec lui. Nous avons énormément rigolé. Nous avons eu une aventure, mais il était en couple, donc l'histoire n'a pas été possible. Mais je suis restée attachée à lui pendant des années, dans ma tête et dans mon cœur. La fête, les drogues. À La Réunion, je suis devenue amie avec un groupe de mon âge qui avait déjà voyagé en Inde. Ils ont apporté sur l'île la musique trance que nous ne connaissions pas encore vraiment là-bas. Nous avons commencé à organiser des petites fêtes privées entre nous, car chacun de nous avait une maison en colocation avec jardin. La plupart du temps, les fêtes étaient chez Joël et son ami, un couple d'homosexuels, avec qui je m'entendais vraiment bien, surtout avec Joël. Nous organisions cela très sérieusement, avec des petits flyers, où la magie était souvent nommée. J'adorais danser sur la musique trance. J'ai commencé à ressentir la musique en moi de plus en plus intensément, et je m'amusais beaucoup à l'interpréter par des gestuelles rigolotes. Tout en dansant, je mimais, je me promenais dans la forêt gaiement, et je cueillais des fruits en sautillant, ou des champignons magiques. Je les faisais sauter entre mes mains, d'une main à l'autre, pour ensuite les envoyer dans ma bouche et les avaler. C'était très rigolo, cela me faisait beaucoup rire. C'était comme un dessin animé qui se créait en moi et que j'interprétais. À cette époque, je buvais de plus en plus quand je sortais. J'ai toujours été excessive dans tout ce que je fais, ou peut-être moins maintenant, je ne suis pas sûre. Dans ces fêtes, je buvais beaucoup et prenais aussi beaucoup de drogue. Un jour, quelqu'un m'a montré la vidéo d'une fête où j'avais trop bu. Dès que j'ai vu cette vidéo, j'ai arrêté de boire quand je sortais. D'ailleurs, la personne qui m'a présenté la vidéo m'a dit: « Dis, tu allais loin hier quand même. » Mais je ne me rappelais jamais du moment de la fête où j'avais trop bu. J'ai donc arrêté de boire, et je n'ai jamais plus bu depuis. Il faut dire que je n'ai jamais aimé le goût de l'alcool, je buvais juste pour que tout devienne rigolo. Nous étions très extrêmes dans la prise de drogue dans nos fêtes. Nous rigolions vraiment beaucoup. À cette époque, je me sentais bien avec cette bande d'amis. Nous étions toujours ensemble. Nous faisions la fête chaque week-end. La semaine, je travaillais beaucoup. Mais nous faisions aussi beaucoup de choses différentes, comme marcher dans la montagne, nous baigner, jouer du didgeridoo sur le lagon, nager avec masque et tuba, faire du cheval sur la plage. Il y avait aussi Petit Pat, un Algérien, plus vieux que nous, et dépendant de l'héroïne. Très maigre, il s'endormait parfois en semi-coma avec l'aiguille dans son bras. Mais il était aussi super, si doux, si gentil, très rigolo, toujours à rire. Il est mort il y a quelques années. Parfois j'allais dormir chez lui et nous nous faisions des soirées C, c'est-à-dire cocaïne. Nous en prenions énormément, nous la fumions aussi. Homosexuel aussi comme Joël, il était aussi amoureux d'une fille, Barbara, qui était en couple avec une autre fille. Barbara était très belle, blonde aux yeux bleus. C'était un amour impossible qui était devenu comme un jeu, que la copine de Barbara acceptait puisqu'il ne se passait rien. Nous nous aimions tous beaucoup et nous passions beaucoup de temps ensemble, tous nos temps libres. Cheval et harmonie. J'ai été monitrice à plein temps pour le centre équestre pendant 2 ans. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans pour Monsieur Châtel, des Champagnes Châtel, qui avait 6 chevaux là-bas et que je travaillais tous les jours. De superbes chevaux de concours. Le centre équestre était juste en face du lagon. C'était le paradis. Le matin, souvent, j'allais trotter à cheval sur la plage qui s'étendait sur des kilomètres. Il y avait de quoi faire et en profiter. Je faisais du slalom entre les pins, marchais dans l'eau, y trotter, y galoper. Quel sentiment de liberté intense! J'emmenais aussi souvent les enfants faire du cheval sur le lagon.
Les chiens nous suivaient, nous nous amusions bien. Nous faisions des jeux de jacadis entre-temps. Il y avait beaucoup de rire. Je m'entendais très bien avec les enfants. Je travaillais vraiment beaucoup. À la pause de midi, je mangeais un sandwich sur le lagon et nageais avec masque et tuba. Le soir, souvent, nous allions manger un bout avec mes amis, aussi sur le lagon. Une vie de rêve. Dès l'adolescence, j'ai eu des petites expériences du pouvoir de l'esprit et de l'intention. Par exemple, un jour, nous faisions un barbecue à la plage et j'avais avec moi un cristal auquel je tenais beaucoup. Après plusieurs heures passées à m'amuser, je me suis aperçu que je ne l'avais plus. Cela m'a rendu très triste. Je l'ai cherché un moment, mais peine perdue dans le sable, dans un espace aussi grand. Un peu plus tard, je suis allé m'asseoir, je jouais avec les grains de sable dans mes doigts et... Qu'est-ce que je trouve dans les grains de sable? Mon cristal. Ne venez pas me dire après que la vie n'est pas magique. Les cyclones. À l'île de la Réunion, j'ai eu mes premières expériences de cyclone. Les événements extérieurs me démontraient à chaque fois ma sensibilité extrême. Par exemple, je pouvais sentir le cyclone arriver. Je sentais sa force venir à nous plusieurs jours avant qu'il ne soit là. Je le sentais dans tout mon corps. Nous étions prévenus qu'un cyclone allait toucher l'île dans les prochains jours. Nous rentrions en alerte orange, ce qui voulait dire qu'il fallait se préparer pour l'alerte rouge, où il était alors interdit, car dangereux, de sortir de chez soi. Cela pouvait durer parfois une semaine entière. Cela dépendait de la durée du passage du cyclone sur l'île. Pendant l'alerte orange, nous nous organisions. Nous nous regroupions à plusieurs amis dans une maison. Nous faisions beaucoup de courses, contenant des bougies aussi, car durant le cyclone, l'électricité s'est souvent endommagée, donc coupée. Nous achetions aussi des bouteilles d'eau et beaucoup de choses à manger. Ensuite, nous barricadions la maison, les portes et les fenêtres, pour que rien ne s'ouvre de force en cas de tempête avec grand vent. Cela pouvait souffler vraiment très fort. Cela en faisait du bruit! Mais nous n'avions pas peur, nous vivions dans des maisons solides et nous pouvions suivre l'évolution du cyclone en écoutant la radio. C'était même plutôt marrant de se retrouver tous ensemble dans une maison pour vivre cette aventure. J'ai repensé à cette période de cyclone durant le confinement que l'on a vécu ces derniers mois, dû au Covid-19, enfin, je dirais plutôt à cette manipulation du Covid-19. Ici aussi, nous avons été enfermés chez nous, mais cette fois-ci, j'étais seule avec mes chiennes. Cette fois-ci, nous n'avons pas eu le temps de nous organiser, car tout est arrivé très vite, et personne ne s'y attendait. Et cela n'a pas duré une semaine, mais plus de 2 mois. Mais cette fois-ci, puisque bien sûr pas d'intempéries, et ayant un grand jardin de 700 mètres carrés, je n'étais pas obligée de me barricader chez moi comme pour le cyclone. Chapitre 3. L'Inde. Goa. I am a Goa girl. Une vie de rêve. Quand on a vécu à Goa, on est marqué à vie. À cette époque, dans les années 2000, Goa représentait la liberté totale. Nous faisions ce que nous voulions quand nous voulions. La corruption était telle que tout se monnayait avec la police. En fait, tout était possible et autorisé, et avec un peu d'imagination, c'était facile de gagner sa vie. Goa a tout de suite été un endroit spécial pour moi. Lors de mon premier voyage en Inde, dans le nord du côté du Rajasthan, je suis tombée très malade. J'avais une diarrhée constante et commençais même à perdre du sang dans mes selles. Je n'arrivais plus à manger et vomissais immédiatement la nourriture ingérée. J'avais vu plusieurs docteurs et suivi plusieurs traitements antibiotiques, mais mon état ne cessait d'empirer. Je ne faisais plus que 35 kilos et pensais à me faire rapatrier en France. Finalement, je suis allée à Goa, je m'y suis sentie extrêmement bien et j'ai guéri. Ma première visite de Goa m'a fait réaliser que l'état intérieur avait une très grande action sur notre état physique. Au début, avec l'héritage de papa, je suis allée en Thaïlande acheter un stock d'habits pour le vendre sur les marchés de Goa. L'idée n'est pas venue toute seule. Des amis m'avaient expliqué comment faire. 2 marchés par semaine nous suffisaient pour vivre, payer le loyer, prendre tous les repas au restaurant, s'offrir des jus de fruits frais à la plage avec de superbes couchers du soleil. Ensuite, j'ai créé ma propre marque de vêtements, Pixies Vibes.
Je les faisais faire chez un tailleur népalais situé au sud d'Anjuna, dans le nord de Goa, où nous habitions tous. Aujourd'hui, même si la corruption est toujours présente, c'est bien différent. Pourtant, Goa restera toujours Goa, un lieu singulier, un lieu d'une autre dimension. L'Inde est déjà un univers en soi, comparé à la France et à l'Europe, mais Goa est vraiment un monde à part, un endroit magnifique, avec ses bars en bois au pied d'une plage paradisiaque de cocotiers. Le spectacle est permanent, les vaches sacrées se promènent librement, des personnes jouent aux raquettes de plage, d'autres se baignent ou se prélassent en buvant un jus de fruits pressés. Tout le monde passe du bon temps, sans oublier de nombreux chiens errants, sans maître la plupart du temps, qui vont d'un groupe de gens à un autre ou courent après les vaches. À Goa, je me suis habituée à vivre avec moins d'affaires personnelles. J'avais pas mal accumulé en 6 ans de vie à La Réunion, mais il était trop compliqué de tout amener en Inde et j'ai dû laisser une dizaine de cartons. Je pensais aller les récupérer un jour, mais bien sûr cela ne s'est jamais fait. J'ai réalisé que finalement, avec moins de choses, je pouvais avoir aussi une vie très confortable et qu'en plus elle devenait plus simple. Ce que j'adorais le plus, c'était la balade en moto. Là-bas, les routes sont étroites et la plupart des gens se déplacent en 2 roues, moto ou scooter. Pouvoir rouler les cheveux au vent, personne ne portait de casque, entre les allées de cocotiers est vraiment une sensation extraordinaire, inouïe. Souvent les petits chemins de terre rouge zigzaguaient entre les maisons ou entre des arbres immenses et majestueux. En Inde, les arbres sont magnifiques, parfois immenses, avec des racines énormes, massives, qui sortent du sol, d'autres, tout aussi grands, les banyans, avec des sortes de lianes qui descendent des branches et retournent dans le sol. C'est vraiment un pays magique. Pratiquement résidente tout le temps en Inde, je devais à chaque fois demander un visa de 6 mois. Il était facile à cette époque de le prolonger. Par exemple, en passant quelques semaines dans un ashram, un lieu d'étude de la méditation dirigé par un gourou, ou un séjour prolongé est requis. L'ashram était une raison valable pour obtenir une prolongation de 3 mois. Après 9 mois en Inde, je passais 1 mois en France, en Thaïlande ou au Népal pour refaire un visa et retourner en Inde. État modifié de la conscience. Durant ces 5 premières années à Goa, j'ai vécu beaucoup d'expériences psychédéliques. Je consommais presque quotidiennement tous les types de drogues et vivais des aventures énormes qui ont changé ma vision de la vie. Un jour de fête, une bouteille d'acide s'est renversée sur ma main. Le liquide est passé directement dans mon sang et je me suis retrouvée immobilisée là où je me trouvais, sur la plage, en face de la piste de danse. Nous étions au Curlies, au sud d'Anjuna. Je suis restée là, tétanisée, sans pouvoir bouger, pendant au moins 10 heures. Tout autour de moi s'était transformé en atomes, les gens, la musique, dans un silence complet. Je regardais la piste de danse, je reconnaissais la musique ou les gens, mais ne savais plus qui était telle ou telle personne, si elle était féminine ou masculine. Des gens venaient me parler, je comprenais qu'ils étaient là devant moi et que les sons, inaudibles, vus en atomes, sortaient de leur bouche. La seule chose que je pouvais dire, c'était « Je ne comprends plus rien ». À cette époque, avec mes amis, nous prenions des mélanges et des dosages de psychotropes pour choisir de nous emmener dans certaines dimensions. Je me rappelle précisément une dimension dans laquelle nous allions régulièrement. Nous devenions très grands, la terre était toute petite, comme une boule sous nos pieds. Au début, j'avais très peur de marcher dans cette dimension, et mes amis devaient me porter au bras. Mes jambes traînaient au sol, je n'osais pas m'en servir. Puis, j'ai appris. Pendant les 3 ou 4 mois d'été, je ne dormais qu'une nuit sur 3, ne mangeais qu'1 jour sur 3. Bien sûr, je n'étais pas grosse, mais j'étais en pleine forme. Durant ces années à Goa, à faire la fête, j'aimais beaucoup me mettre en hauteur pour regarder le jeu des énergies, les égrégores, générés par les gens qui dansaient. Au club West End, je passais des heures toute seule sur la terrasse en haut de la piste de danse pour regarder les formes se dessiner au-dessus des danseurs. Suivant la musique, le résultat était harmonieux ou chaotique, avec une très grande différence selon l'artiste qui jouait. Pendant quelques mois, j'allais avec mes amis au Primrose, un club d'intérieur. À Goa, bien sûr, beaucoup de parties avaient lieu dehors.
pour écouter de la musique rapide et psychédélique, de la psytrance. À cette période, je lisais La Fleur de Vie, 2 gros volumes de Drunvalo Melchizedek. Nous dansions pendant des heures, en transe, sans parler, puis nous partagions nos expériences. Une nuit, je dansais à n'en plus finir, en tournant sur moi-même vers la droite, les yeux fermés. Une spirale colorée m'apparaissait dans les yeux, sous les paupières. Influencé par le symbole musical de la clé de sol, j'avais toujours visualisé les spirales tournant vers la droite. Soudainement, une force invisible, irrésistible, m'a fait tourner dans l'autre sens, entraînant la spirale à l'opposé. Surprise que cette force m'oblige à faire une chose que je n'avais pas décidée moi-même, j'ai réalisé alors que la spirale pouvait tourner aussi dans l'autre sens. En rentrant chez moi le matin, j'ai ouvert au hasard une page de La Fleur de Vie. La spirale existait bien dans les 2 sens. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? En tournant à l'opposé, les spirales se rapprochaient, se touchaient, se croisaient et faisaient naître en leur centre la force ultime, celle qui permettait de voyager dans le temps. J'ai été très ému d'avoir trouvé l'explication de mon trip le jour même, dans ce livre, ouvert au hasard. Alors, le hasard n'existe pas. À cette époque, je cherchais continuellement tout ce qui pouvait me faire sortir de mon état normal et avoir ainsi des perceptions et des points de vue différents de la réalité. J'aimais aller de plus en plus loin dans la quête et les voyages dans toutes les dimensions de l'existence. Ressenti extrasensoriel. Durant cette période, mes capacités extrasensorielles ont commencé à se développer. Je pouvais sentir certaines personnes qui dansaient derrière moi, de près ou de loin, si elles portaient leur attention sur moi. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Manu. Un jour, j'étais à l'île Top, un très bel endroit en extérieur où il y avait souvent des parties, la journée ou la nuit. Les troncs des arbres étaient peints de différentes couleurs et la décoration était très réussie. Il y avait énormément de gens qui allaient aux fêtes de l'île Top. Un jour au Nouvel An, je crois, il y avait vraiment beaucoup de monde qui dansait. J'ai senti soudain une énergie spéciale dans mon dos. Je me suis retournée et, rigolo, j'ai directement vu Manu qui dansait tout au bout de la piste et qui était concentré sur moi. Il y avait comme un lien qui nous unissait. Il y avait aussi un Israélien que je pouvais tout de suite reconnaître dans son énergie quand il se concentrait sur moi. Mais en ce qui le concerne, c'était un ressenti très négatif. Je sentais qu'il m'aspirait, se nourrissait de moi. Je l'avais surnommé Bidibule, car il était un peu gros et pas très grand, et il me faisait penser à ces petites figurines en plastique avec lesquelles je jouais enfant, les bidibules. Quand il dansait derrière moi, c'était comme s'il courait sur place. Il fixait son regard sur mon dos et cela me mettait très mal à l'aise. Des fois je m'en apercevais, je me déplaçais pour aller de l'autre côté de la piste, mais le voilà qui venait à nouveau danser dans mon secteur et recommencer. Je n'ai jamais voulu lui dire bonjour, malgré que nous avions des amis en commun. J'avais un peu peur de lui et n'aimais pas le rencontrer. Puis j'ai commencé à ressentir de manière plus forte la musique. Je pouvais la sentir toucher chaque cellule de mon corps. C'était incroyable. C'était, et c'est encore aujourd'hui, une sensation de bonheur intense ou d'un inconfort intense s'il s'agit de sonorités que je ne ressens pas. Plus je dansais et plus je me connectais aux fréquences du son. La musique devenait alors une boule d'énergie avec laquelle je pouvais jouer. Elle était là, bien présente, entre mes mains, et je la faisais voler et rebondir. Je pouvais l'étirer entre mes 2 mains ou la réduire. Je pouvais aussi la dissoudre en vagues avec lesquelles je jouais entre mes bras et mes mains. Tout mon corps devenait impliqué en harmonie avec cette vague d'énergie musicale. Aujourd'hui, ce phénomène est devenu permanent. Je peux sentir la musique envahir tout mon être. C'est pour cela d'ailleurs que je suis devenue très difficile avec les sons que je laisse entrer dans ma bulle d'énergie, de ressenti. La montagne. La plupart du temps, nous étions à Goa, mais avec mes amis, nous passions aussi beaucoup de temps dans la montagne. En Inde, il est fréquent que des liens très forts se tissent entre des Occidentaux et des familles indiennes. Nous étions une dizaine d'amis. Il fallait prendre un bus de Delhi pour aller chez Usha, à Manikaran, dans l'Himachal Pradesh, nord de l'Inde. Le voyage durait toute la nuit. Les bus étaient la plupart du temps vétustes et inconfortables, et malgré les couchettes, il nous était difficile de dormir, secoués par les innombrables chaos et virages.
Manicaran est une très belle ville, réputée pour ses sources d'eau chaude. Un grand nombre d'établissements proposent des bains chauds aux vertus bienfaisantes. Usha habitait tout en haut de la ville. Elle louait ses quelques chambres aux voyageurs, leur faisait à manger, lavait leur linge. Elle s'occupait d'eux, de nous, comme de sa propre famille. Les gens restaient souvent plusieurs mois. Elle nous adorait et nous l'adorions. Nous passions beaucoup de temps avec elle et sa famille. Nous allions aussi marcher dans la montagne durant des heures. La région était grandiose. En marchant dans les petits sentiers qui serpentent dans la montagne, nous nous sentions en parfaite harmonie avec la nature. La vie là-bas est tellement différente de la vie en Europe. J'étais émerveillée par les enfants qui couraient sans peur dans ces chemins étroits en bord de précipice. Il y avait aussi des personnes âgées, toutes fines, qui portaient de très gros paniers dans leur dos ou même sur leur tête, ou alors elles étaient accroupies à l'indienne, fumant leur petit chillum. Tout le monde était joyeux et la paix régnait. Chaque jour était un peu plus magique que le précédent. Au-dessus de Manicaran se trouvait un tout petit village difficile d'accès. Aucun touriste ne connaissait le chemin pour y aller et les locaux ne parlaient pas anglais. Il n'y avait aucun magasin, seulement quelques maisons. Le chemin partait de chez Usha, puis montait toujours dans la montagne. Comme je l'ai dit, nous étions une dizaine d'amis, Toto et son frère Nico, Michael et Tony qui allaient visiter Usha depuis des années et qui nous avaient amenés la première fois. Devenu très ami avec toute la famille, il avait été conduit dans ce petit village par le frère d'Usha. Tony s'était installé dans la toute dernière maison au bout du village. Il y avait installé son studio de musique avec des grosses batteries pour avoir quand même de l'électricité durant les coupures de courant, longues et presque quotidiennes. Nous adorions aller là-bas et nous y restions plusieurs jours. Pour dormir, une grande pièce au centre du village, aucun hôtel bien sûr, donc tous par terre sur de petits matelas. En fait de village, il s'agissait plutôt d'un hameau, un groupe de quelques maisons. Il y avait une multitude d'araignées qui me faisaient très peur. Chez un ami de Tony, c'était pareil, plein d'araignées sur les murs alentours. Je me demandais vraiment comment il faisait pour ne pas avoir peur. Un jour, j'ai voulu rester toute seule chez Usha, sans mes amis, pour faire une expérience. Je m'étais procuré du DMT, la diméthyltryptamine, qui, normalement, ne se prend qu'en une seule prise. Un gros flash survient qui fait perdre conscience du monde physique et envoie dans un univers psychédélique rempli de couleurs. Toujours à la recherche de sensations extrêmes, je me suis préparé une vingtaine de doses pour remplir une pipe, les ai posées près de moi, sur ma table de nuit. J'ai fermé la porte à clé, tiré les rideaux, et j'ai fumé les 20 pipes de DMT l'une après l'autre. Dès que je redevenais assez consciente pour prendre une nouvelle dose, je la fumais aussitôt, avant que l'effet de la première ne disparaisse complètement. Assis sur mon lit, j'ai vu mon ADN se former entre mes mains. Il se déplaçait en face de moi, du haut de ma tête au bas de mon ventre. Il était là, réel, coloré, en mouvement, et je jouais avec lui. Fumant pipe après pipe, je restais dans cet espace, dans cette dimension où je pouvais jouer avec mon ADN. C'était formidable, une sensation de bonheur intense, la plénitude. Toute ma vie, je me rappellerai cette expérience unique et garderai la sensation d'une saveur intense. Pushkar. J'avais ma base à Goa, mais il m'arrivait aussi d'aller passer du temps dans le nord de l'Inde, dans le Rajasthan, à Pushkar. J'ai acheté des tissus et accessoires traditionnels pour les vendre sur les marchés de Goa. Ayant été monitrice d'équitation durant des années, je louais une chambre dans un petit ranch avec des chevaux, tenu par Marc, un Canadien parlant français, qui vivait avec sa femme, une Indienne, et leurs enfants. Ma chambre était une petite cabane en bois très mignonne. Un jour, un serpent était tombé du toit dans une chambre voisine, et je me le rappelais toujours avec une petite inquiétude le soir, allongé dans mon lit, avant de m'endormir. Pushkar est une très belle ville, avec une rue principale marchande et un chemin qui longe un très grand lac et en fait le tour. On y croise des gens, à cheval ou à pied, des enfants qui s'amusent. Il fait bon y vivre. Pushkar est entouré de désert et nous partions à cheval avec Marc durant des heures. C'était une expérience vraiment magique. Nous nous promenions dans des décors désertiques magnifiques pour ensuite traverser des regroupements de maisons typiques.
J'ai beaucoup de chance d'avoir vécu toutes ces aventures si différentes les unes des autres. Je me sens vraiment riche de vie. L'Inde du Nord a un caractère plus fort que l'Inde du Sud. Les gens y sont plus rudes et répondent très fortement à l'énergie que l'on dégage. Je m'explique. Je faisais donc mes achats durant plusieurs jours dans cette grande rue marchande et, suivant mon humeur, cela devenait un plaisir ou une épreuve. Suivant les jours, si j'étais tendu ou détendu, les Indiens se comportaient de manière complètement différente avec moi. Lorsque j'avais une énergie plutôt négative, ils sortaient de leur magasin avec fracas en me voyant arriver et m'ouvraient carrément sous le nez une grande tenture pour m'inciter à l'acheter. La traversée de la rue devenait une épreuve désagréable où je me sentais harcelée. Par contre, les jours où j'étais joyeuse, rien de tout ça ne se passait, et ma matinée d'achat était merveilleuse et douce, calme et colorée. J'ai alors réalisé à quel point mon humeur avait une réelle action sur les événements que je vivais. Inde, pays adoré, tu m'as tellement appris, tu m'as apporté tellement de magie, jamais je ne t'oublierai.